Bienvenue au webinaire de Miovision pour atteindre la vision zéro, réflexion à partir de 50 études sur la sécurité routière. Quelques éléments d'ordre pratique pour commencer. Tous les participants sont en mode écoute uniquement. Si vous avez des questions, veuillez les soumettre par l'intermédiaire de la boîte questions-réponses Q&A et nous tâcherons d'y répondre à la fin pour une session de questions-réponses. Vous pouvez également discuter avec les différentes personnes connectées et s'ils n'avons pas la possibilité de répondre à toutes vos questions, nous pourrons y répondre par la suite. Ce webinaire est enregistré. Une copie vous sera envoyée suite à la réunion. Et nous vous offrons également l'interprétation en français, anglais, allemand et espagnol. Vous trouverez le lien dans le chat pour comment activer donc l'accès à cette interprétation et les instructions se trouvent à l'écran. Quelques mots sur moi-même. Je suis Brendan Sherat, chef de produit pour Miovision. Et mon collègue ici et co-présentateur aujourd'hui est Craig Milligan, qui est chef principal de produit senior ici à Miovisio et le cofondateur de Miotraffic. Ce sera lui qui va nous mener donc dans ces discussions. Et sans plus attendre, je passe la parole à mon collègue Craig. Merci beaucoup, Brendan. C'est un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui pour vous parler de sécurité routière. Quelques-unes des leçons que nous avons apprises dans de différentes études que nous avons prises en compte et considérées et analysées pour vous. Nous allons parler d'une cinquantaine d'études qui ont toutes présenté une composante principale qui est une vidéo de sécurité routière, donc avec différentes mesures de sécurité d'un carrefour au service pour diagnostiquer les risques et recommander des contre-mesures ou des parades où les données de l'analyse vidéo des conflits complètent l'approche traditionnelle. Et la raison pour cela, c'est pour avoir une compréhension complète, précise et proactive des facteurs de risque. L'approche traditionnelle a un service qui s'intéresse en fait aux données des collisions, les volumes, les différents aspects, paramètres de l'accident pour essayer de comprendre quelles sont les problématiques principales qui ressortent de cela. L'analyse que nous faisons par la vidéo des conflits peut aller au-delà en fait et aller de plus en profondeur et révéler des risques, des facteurs de risque que vous ne pouvez pas initialement identifier par l'approche traditionnelle. Donc l'approche est là pour compléter et l'étendre. Les autres types d'études que nous avons réalisées, et je vais avant cela donc vous parler que ces études ont utilisé seulement la caméra Miovision en fait et l'image de la personne sur la gauche, ici devant la côté de la caméra qui est installée ainsi sur un poteau ou toute autre structure en fait qui se trouve à un croisement avec une caméra télescope et qui peut faire des enregistrements sur plusieurs journées. Une fois que celle-ci est retirée, vous pouvez faire les analyses des conflits, analyse des vidéos et des conflits et vous pouvez ainsi extraire une étude de la sécurité routière à partir de là. Une autre dimension par rapport à cette étude, c'est qu'il y a une étude vidéo rapide avant et après. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que nous nous appuyons sur l'analyse vidéo des conflits pour mesurer les améliorations de la sécurité un mois après l'installation de la contre-mesure au lieu d'attendre 36 mois pour obtenir des données sur les accidents. C'est la partie la plus enthousiasmante et stimulante que nous pouvons faire grâce à cela, de ne pas avoir à attendre aussi longtemps pour savoir et déterminer si un projet a eu un impact ou pas. Donc, une fois que vous pouvez faire des signalements sur les avantages de sécurité qui ont été réalisés ainsi, vous pouvez ainsi vous améliorer le degré de qualité et de sûreté routière. Cela également vous donne une meilleure compréhension de ce qui a été fait avec l'installation et de savoir si cela est nécessaire et est utile et devrait être étendu à d'autres intersections dans le réseau routier. À partir de cette étude, ce que nous avons fait des enregistrements à 50 intersections qui ont été étudiées au travers de 5 villes grâce à des subventions qui nous ont été octroyées par Aviva Canada ainsi que différentes autorités locales.
Vancouver, Calgary, Toronto, Hamilton et Halifax, comme vous pouvez le voir sur la carte. Cela s'est traduit par 119 améliorations ciblées de la sécurité qui ont été mises en œuvre et grâce à cet audit de sécurité par vidéo a pu réduire le risque avec une plus grande précision et un plus grand degré de diagnostic. Les parades, les 119 mesures qui ont été apportées ont été justement en réponse à cela. Et cela représente 2 parades par intersection qui ont été mises en place. Et je vais vous parler d'un éventail de mesures qui peuvent être considérées justement pour réduire ces facteurs de risque lors de ce webinaire. La partie la plus intéressante ici, c'est qu'une fois que ces vidéos ont été réinstallées, donc les vidéos ont été de nouveau enregistrées et nous avons pu faire une mesure de la réduction moyenne du risque et on a pu noter donc une réduction de 85% du risque atteint sur les configurations de conflits de véhicules ciblés sur toutes les configurations qui ont été mises en avant dans cet exercice. Et donc, et je vous présenterai d'autres statistiques sur cela un peu plus tard également. Ceci doit être une des améliorations les mieux réussies en fait par rapport aux différentes initiatives au niveau national qui sont prises au Canada en matière de réduction de risques. C'est phénoménal. Et c'est vraiment lorsque nous voyons cela, quand nous parlons de réaliser la vision zéro, la raison pourquoi nous faisons cela, c'est que c'est non seulement une vision en soi et qui mérite des progrès depuis bien longtemps. Nous faisons beaucoup de choses, nous dépensons davantage et parfois c'est pas évident de voir nécessairement les résultats. Peut-être que vous le savez, nous avons avoir eu la décennie d'action sur la sécurité routière avec les Nations Unies de 2010 à 2020. Et aucun des objectifs définis dans cette initiative des Nations Unies n'ont été atteints. En fait, il y a eu rien ne s'est vraiment passé de manière significative. Donc cela peut être assez frustrant. Et lorsque vous essayez de faire des progrès et qu'il n'y a pas les résultats escomptés, n'est-ce pas? L'interprète s'excuse, il semblerait qu'il y ait un problème de son avec les professionnels de la sécurité. Lorsque cela se produit et que vous n'atteignez pas les résultats escomptés et que ça n'est pas toujours très satisfaisant et plutôt assez frustrant. Donc, en parlant de vision zéro et de réaliser la vision zéro, je vais passer la parole à Brendan et avant de passer en revue les perspectives et les éclairages, je vais vous inviter à répondre à un sondage. Que faites-vous dans le contexte de la mise en œuvre de vision zéro auprès de votre communauté? Donc, il y a les questions qui sont présentées ici, les options présentées ici. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Pour choisir une ou plusieurs des réponses qui vous conviennent. Et si vous en avez plusieurs, en fait, n'hésitez pas à le partager donc dans l'autre réponse. Il y a également une question de savoir si cela est enregistré. Oui, c'est le cas, c'est enregistré et sera partagé par la suite. Je vous laisse quelques secondes de plus. Donc, la première option, mesure d'atténuation de circulation, le respect des lois et des règles de circulation, la reconception des zones à risque élevé, analyse des données et signalement et autres. Formidable, merci. Voyons les résultats qui ressortent de ce sondage. Nous voyons beaucoup d'implications, de participation, donc les mesures d'atténuation de circulation, c'est l'action la principale qui est lancée dans ce cadre. Deuxièmement, nous voyons l'analyse des données et les aspects d'analytics. Ça, c'est opportun vraiment d'être présent avec vous. La reconception des zones où les risques sont élevés et le respect, l'application des règles en matière de circulation routière. Et on peut voir vers le chat qu'il y a de bonnes réactions et de bons commentaires qui sont partagés. Très bien. Merci beaucoup, Brendan. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir partagé ce que vous faites à cet égard. J'espère que le contenu que nous partageons peut se rattacher
rattaché à quelques-unes des initiatives sur lesquelles vous travaillez vous-même. Je vais présenter 5 perspectives principales, 5 éclairages par rapport à cela, qu'un problème de sécurité routière précis nécessite une solution précise. Lorsque nous prenons une approche sur la sécurité routière en matière de gains et d'avantages ne sont pas nécessairement aussi élevés que si on le fait de manière plus précise et plus pointue. L'image que vous voyez ici, c'est une représentation que nous apportons grâce à un diagramme. Parmi nos visions, nous mesurons soixantaine de paramètres de configuration de risque, une intersection. Il y en a 7 ici, par exemple, qui vous sont présentés à l'écran, juste là. Et lorsque vous ajoutez cela, vous traitez cela avec les différents contextes, et cela peut présenter 60 configurations différentes de circulation. Donc, de manière typique, lorsque nous faisons une étude de cette nature, nous trouvons entre 2 à 5 de ces configurations de risque qui ressortent comme étant les plus significatives et qui nécessitent d'être adressées le plus rapidement. Une fois que vous les connaissez, vous n'avez pas besoin de vous focaliser nécessairement sur les autres et vous pouvez avoir un traitement plus ciblé par rapport à l'adaptation des solutions par rapport aux facteurs de risque qui sont identifiés ainsi. Pour illustrer cela, nous avons 2 graphiques ici que vous voyez à l'écran. Le diagramme du dessus, c'est par rapport à la réduction de risque réalisée au travers de toutes les configurations. Et le graphique en bas de la page, c'est la réduction de risque réalisée lorsque c'est ciblé de manière plus précise, à partir de diagnostics précis. Donc, c'est un Instagram. Certains sites sont plus clairs que d'autres. Et vous pouvez voir que la production de risques les plus courants ici sur la gauche, c'est de négatif 1 ou négatif 0,90 en matière de facteurs. Et si vous regardez cela de manière plus générique au travers des différentes sections, il y a une nouvelle pointe autour de 0. La configuration n'a pas été ciblée avec une solution précise et donc ne présente pas nécessairement d'avantages en matière de sécurité. Et certaines configurations, en fait, se sont retrouvées en s'aggraver, en fait. 1,3, par exemple, qui était une constatation de dégradation de la situation routière. Donc, si on s'appuie maintenant sur une amélioration ciblée des diagnostics précis, le graphique que vous voyez sur la gauche, la réduction médiane par rapport à ce qui a été ciblé était de 85%. Et donc, c'est le chiffre que nous voyez sur cet écran ici dans cette présentation. Et c'est en fait 5 fois plus élevé que les 17% par rapport à l'amélioration dans l'ensemble des intersections. Juste à titre d'exemple, ici à ce carrefour entre Oxford et Chebukto, il y avait un des facteurs de risque qui est ressorti comme étant les plus significatifs, c'était la jonction vers le nord avec les piétons qui se trouvaient sur la partie gauche de cette intersection ou sur la partie ouest et aller de ouest du nord au l'ouest et le véhicule en fait, peut-être parce qu'il était focalisé pour identifier un espace où aller, ne voyait pas nécessairement le piétons. Donc, ce qu'ils ont fait, tout simplement, c'est de mettre en place un passage clouté et des marques sur le sol, et cela a présenté des avantages de sécurité très importants, soit une réduction de 66,7% de la fréquence des conflits liés aux accros potentiels de la LNB. Donc, et 85,1% de réduction d'un conflit lorsque c'était perpendiculaire à cela. Donc, c'est quelque chose de très simple qui a été fait. Et lorsque quelqu'un prend ce virage et se focalise sur le conducteur qui arrive en face de lui, les marques sur la route, en fait, attirent davantage leur attention. Et cela signifie qu'ils doivent également anticiper ce qui vient ensuite, le passage de piétons potentiels dans la voie de Chebukto Road. Ça, c'est un éclairage numéro 1. Un diagnostic précis permet d'avoir des mesures plus précises. Avant de passer au deuxième éclairage, je vais passer la parole à Brendan pour le deuxième sondage. Votre stratégie actuelle sur la vision 0, beaucoup de personnes sont intéressées, impliquées et veulent s'améliorer. Donc, la question est la suivante.
Est-ce que votre stratégie actuelle en matière de vision zéro est-elle efficace? Je vous laisse quelques secondes. Oui, non, je ne sais pas ou je n'en ai pas. Avez-vous des éléments que vous voulez partager avec nous? N'hésitez pas à les communiquer dans le chat, dans la boîte de clavardage. Très bien, je vous laisse quelques secondes de plus pour attendre de voir les résultats. Oh, ok. C'est assez typique en fait. Ce résultat, nous n'en avons pas ou nous ne savons pas. Pardon. Et je vois maintenant les résultats. Pour beaucoup de personnes, la réponse est oui. La stratégie Vision Zéro actuelle fonctionne, ou n'en ont pas, ou ils ne savent pas. Donc cela est une réflexion de la question précédente qui tourne autour de la question des données. Est-ce que cela vous semble typique en fait par rapport aux discussions que vous avez avec nos clients? Oui, tout à fait. Oui, je suis sûr que si nous parlions aux personnes qui ont répondu oui, nous avons des optimistes sans doute dans cela. Et si vous abordez cela en plus de détails, ils vous diront sans doute qu'il y a certaines choses qui fonctionnent bien et d'autres qui ne fonctionnent pas si bien que ça et qui pourraient être améliorées. Donc il y a un élément de frustration et d'optimisme peut-être comme quoi des progrès sont faits. Mais dans beaucoup de cas, mais les réponses à ce sondage sont en fait assez typiques. Et merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce sondage. Je vais vous parler un petit peu de l'éclairage numéro 2 qui est assez court, qui est le suivant, c'est que là, vous mesurez des presque accidents, de même que quand vous mesurez des collisions, la normalisation du risque de conflit en fonction des données de comptage. Et c'est ici que vous voyez ici un diagramme de Miovision qui ce que vous obtenez lorsque vous avez la caméra de Miovision pour le calcul et le traitement des données de circulation. C'est un autre service que nous offrons, des études de sécurité routière et nous avons des systèmes permanents qui apportent justement ces informations, ces intelligences, systèmes d'intelligence sur les différentes intersections. Et lorsque vous normalisez ce calcul de circulation, vous pouvez très facilement examiner donc le taux de conflit. La première question qui est posée par beaucoup de personnes, c'est la suivante. On vous dit qu'il y avait eu 10 presque accidents. La question suivante est est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est un taux normal? Et la question suivante est est-ce que c'est un taux important, normal ou élevé, donc par rapport aux ajustements dans le cadre, le contexte de la circulation à cette intersection. On peut s'attendre à ce qu'une intersection qui est très fréquentée pourrait présenter des éléments plus complexes avec le plus grand volume de circulation, comme vous pouvez le voir, d'une ligne de gauche à droite ici. Et on devrait s'attendre à ce qu'il y ait davantage de collisions potentielles ici, parce qu'il y a davantage de véhicules qui traversent, et donc divisé par le nombre de véhicules, c'est le moyen que nous avons pour normaliser cela. Pour illustrer ce point, je vous présente ici deux graphiques. Le premier concerne les améliorations de circulation améliorées, comme on peut le voir ici. On peut voir jusqu'à 85% de réduction, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ici, nous avons un autre site avec une réduction de taux de conflit de 75,3% en taux médian, donc par rapport à ce qui est ciblé ici et la configuration ciblée avec une augmentation de 140% de conflits. Et lorsque vous normalisez cela en divisant par le volume de véhicules, le nombre de véhicules, on peut voir que cette configuration et ce mouvement expérimente une augmentation importante du volume de circulation par rapport à l'étude d'avant, par rapport à l'étude d'après. Et lorsque vous divisez cela, vous n'avez plus ces 140% d'augmentation de conflit après donc la mesure en place. Et donc cela vous donne une perspective en fait et peut aider à expliquer ce qu'on appelle une fausse alerte. Et on peut voir que la réduction médiane passe de 85 à 75%. Et d'autres éléments, en fait, par rapport à ce qui est considéré, c'est la réduction du nombre de conflits, le nombre d'accros potentiels. Il y a également une forte baisse par rapport également au taux
qui est un petit peu inférieur par rapport au taux de fréquence, à la baisse de la fréquence. Ce n'est pas seulement une question de fréquence en fait et de portée que nous considérons. Les deux doivent être considérés, mais l'élément clé ici, l'éclairage important ici, c'est que vous utilisez donc les moyens de normalisation du trafic. Cela donne une différente perspective. Donc toutes les études de sécurité que nous conduisons, nous allons vous donner des conflits de fréquence en matière de sévérité, en matière de risque moyen, élevé, et vous donner également un taux de ce que cela représente du nombre d'utilisateurs de la route à ces endroits-là. Et pour vous donner à titre d'exemple d'une zone à grand conflit, c'est cette intersection ici que vous voyez à Toronto qui est illustrée sur cette diapo. Il se trouve que cette intersection ici est en fait la voiture de droite est en train de tourner sur la droite, sur la gauche, et le camion est en train de passer devant. Donc ce n'est pas une image de conflit en soi, mais nous avons un taux de conflit assez élevé de 2,07% qui est au-dessus du référentiel. Et ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont fait des peintures sur la route et étendu en fait la largeur en fait des trottoirs en fait. Et les signalisations étaient plus claires, plus évidentes avec un rayon beaucoup plus étroit et en fait plus large, pardon. Et avec ces lignes jaunes également qui sont beaucoup plus visibles, qui ressortent de l'intersection, qui ne stoppent pas ce véhicule blanc de tourner sur la gauche, mais ça les limite un petit peu. Ils sont peut-être un peu plus prudents et plus attentifs lorsqu'ils décident de tourner sur cette gauche-là. Donc, c'était un peu surprenant au début quand j'ai vu cela, lorsque nous parlons de mesures de convergence ici par rapport avec les appareils physiques, avec par exemple, des trottoirs en gomme ou autres en caoutchouc qui peuvent utiliser, qui cependant pouvaient limiter vraiment le virage ici et faire un virage plus serré à une vitesse plus lente. Et donc je vois cela en fait que dans différents endroits à partir d'appareils physiques ou de modes de système physique. C'était la première fois en fait que j'ai vu cela où avec de la peinture on a pu faire quelque chose qui est un petit peu moins obstruant en quelque sorte et on a pu identifier le risque et ainsi et cela a permis d'avoir une réduction de risque de l'ordre de 26,1%. Donc et ça, c'est avec un taux de conflit qui était de 2,07%, qui est déjà élevé et supérieur à la référence en la matière. Donc, cela est important de normaliser le nombre de presque accidents par rapport au volume de trafic de circulation habituel. Il existe une autre manière, en fait, pour analyser les données de conflits de trafic de circulation, mettre en perspective, qui est celui de comparer avec les références des pairs. Et dans la diapo précédente, alors qu'on avait un peu plus de 2% par rapport à cela, au-dessus de la référence et donc du référentiel. Et donc, lorsqu'on a vu le nombre de presque accidents et le référentiel par rapport à cela, sont des taux typiques de conflits avec les références des pairs qui peuvent ensuite grâce à la normalisation du volume de circulation, tout cela est mis avec à partir des taux et comparé à des taux qui peuvent être ensuite comparés. Vous pouvez utiliser un taux moyen pour tous les piétons qui expérimentent les risques de conflit ici. Et si ce risque taux est plus élevé, alors la moyenne devient donc la référence. Et si on peut dire que c'est anormal et cela peut nécessiter potentiellement une attention particulière. Vous savez, je suis de Winnipeg au Canada, donc nous soutenons les Jets dans les barrages de sport actuellement. Et voilà une autre situation ici où les données, en fait, qui sont présentées sur le nombre de matchs que vous avez remportés en isolement, on a gagné 46 matchs cette année, mais ce n'est pas ce qui nous a mené au barrage, en fait. Et c'est seulement une fois que vous avez comparé cela avec le nombre de points et les points marqués, les points encaissés, etc. C'est seulement à partir de là que vous pouvez faire les comparaisons et d'établir le classement et qui apparaissent par ici avec les autres paires, que cela peut avoir un sens un peu plus important et significatif. Et donc nous sommes toujours
aux bordures. En fait, on n'est pas la meilleure équipe, mais nous restons positifs par rapport à nos résultats. Et nous ne nous comparons pas toujours avec toutes les autres équipes dans la Ligue. Nous nous comparons avec nos pairs, ceux qui sont dans la division centrale du championnat. De même avec les comparaisons avec les références des pairs. Vous ne pouvez pas comparer une intersection en zone rurale qu'avec une en zone urbaine, avec une intersection à New York City ou avec une intersection à Zimbabwe. Non, vous devez faire cela et comparer avec vos pairs et de pouvoir ainsi pouvoir comparer donc les taux de conflit d'un véhicule à un véhicule avec les taux de conflit par rapport aux piétons. Et donc, une des choses que nous avons fait ici, et qu'avec Miovision, avec son prédécesseur Miotraffic, c'est que nous avons établi une base de données énorme, en fait, de référencement de pairs, en fait. Et à chaque fois que nous faisons une étude pour vous, nous pouvons contextualiser cela avec le référence des pairs. Alors ici, sur ce graphique, vous voyez en bleu, ici également le risque relatif donc, qui est en rouge, et ici, donc le taux de conflit en bleu. Et comme vous pouvez voir, si le taux de conflit est de 5% et le taux de référence de 2,5%, et le risque relatif est de 5 divisé par 2,5. Donc vous voyez, c'est très simple à faire. Et ça vous permet tout de suite de visualiser les choses. Vous voyez donc ici tout de suite que le taux est 2 fois plus élevé, par exemple, que le taux moyen. Et cela veut dire qu'à cet emplacement spécifique, vous pouvez donc avoir un risque plus élevé de 50% ou moins élevé. Alors parfois, c'est aussi de fausses alarmes ici, de faux risques qui sont identifiés. Mais cela peut dépendre également du niveau de référence. Donc le risque relatif peut être beaucoup plus faible que le taux de conflit. Et dans d'autres cas de figure, vous pouvez aussi avoir un taux de conflit qui n'est pas nécessairement élevé, comme par exemple ici, vous voyez, ça a été identifié comme une anomalie parce que si vous regardez ici en bleu, la colonne en bleu, on voit que le taux de conflit est faible. Cependant, on voit ici que le seuil, que le niveau de référence est extrêmement bas. Donc le taux de conflit ici est donc bien au-dessus ici du niveau de référence. Et s'il y a un taux de risque anormal, eh bien on peut tout de suite facilement le visualiser et intervenir. De même, si on détecte une anomalie, on peut la plupart du temps évidemment intervenir, c'est-à-dire identifier la cause profonde, quelle est la raison de cette anomalie, qu'est-ce qui se passe à cette intersection, et agir pour éliminer justement cette anomalie dans le système. Je vous donne un exemple de cela. À Hamilton, ici à l'intersection de John et Main, vous voyez ici le sens de circulation et vous voyez ici que ce véhicule tourne vers la gauche. Alors ici, on voit que Main est à sens unique, mais John est à double sens. Et on voit justement ici les risques relatifs de 35,8 par rapport au niveau de référence. Donc ici, il a fallu séparer ici tout simplement que les différentes voies de circulation, qu'il y ait une voie donc dédiée évidemment pour le virage à gauche, et donc cette voie également devrait commencer beaucoup plus tôt. Donc on va continuer évidemment avec Brandon pour la question suivante. Merci beaucoup. Question suivante. Dans l'idéal, tous les combien est-ce que vous seriez en mesure de passer en revue ou de revoir ici les données de sécurité routière sur une zone en particulier ou pour une intersection spécifique? Donc en temps réel, une fois par mois, une fois par an,
Donc, à vous ici, justement, de répondre. On voit beaucoup de réponses qui commencent à arriver. Vous avez encore la possibilité de répondre. Voilà les résultats. Alors, dans la majorité, vous avez répondu une fois par an, au moins une fois par an. Ensuite, une fois par mois. Et en temps réel, quand même, 18%. Craig, des commentaires? Je pense que c'est intéressant parce que ici, lorsqu'on pense au temps réel une fois par mois, ici, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a toujours de nouveaux développements. C'est vrai que c'est toujours un environnement dynamique et puis il peut y avoir des changements aussi au niveau de la circulation entre les saisons. Il y a parfois des hautes saisons, des zones plus touristiques que d'autres. Donc c'est assez intéressant. Et tous les ans ou toutes les quelques années, eh bien ici, il s'agit plutôt de faire un suivi, mais qu'il y a peut-être en effet des contraintes au niveau des ressources. Et je pense que ça me semble tout à fait cohérent par rapport aux réponses. Il n'y a pas de surprise. Dans l'ensemble, eh bien, personne ne nous a dit jamais, ou alors une fois et c'est fini. Je pense qu'il y a vraiment une reconnaissance ici, que si notre vision, c'est vision zéro, eh bien, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un suivi et qu'à chaque fois qu'il y a une évolution, il faut toujours continuer à effectuer un suivi de l'avancement, de l'amélioration. Et c'est important justement de voir que nombreux sont ceux qui partagent cette opinion et de pouvoir ici revoir à intervalles réguliers ces informations, que ce soit de manière mensuelle, annuelle ou hebdomadaire. Et bien cela permet vraiment de pouvoir mesurer l'atteinte de l'objectif. Et sur cette section suivante, en fait, je voudrais revenir sur un autre élément clé, l'élément clé 4, le fait que les parades émergentes, mais également les coûts, peuvent aussi nous permettre d'effectuer des gains de sécurité assez importants. Et nous avons eu évidemment des mesures, des parades recommandées. Certaines sont parfois adoptées, parfois la ville, la municipalité décide d'ajouter d'autres mesures. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, cet échange, et savoir que je peux aller partout au Canada, dans les grandes villes en tout cas, et voir que justement, eh bien, je peux détecter ces parades. Alors voici ce graphique que nous avons créé à votre attention pour vous montrer justement ces 119 parades à 50 intersections en fonction de catégories principales. Alors les catégories principales, évidemment, ce sont les marquages, ici les panneaux, comme la protection des passages piétons, et les largeurs de voies de circulation. Donc cela représente la majorité des interventions, des parades. Il y a d'autres éléments, comme par exemple certaines protections, des interdictions de tourner. Un autre élément qui est important, c'est aussi les LED dynamiques, avec des systèmes notamment de détection, où vous avez finalement en fonction de votre vitesse par exemple, eh bien, il y a un panneau ou un éclairage qui s'allume. Alors il y a évidemment protection ici, des pistes cyclables. Donc on voit ici les parades qui en général sont sélectionnées par les agences canadiennes pour répondre aux problèmes de sécurité à certaines intersections. Alors, regardez cette réduction de 80% des risques, et bien regardez par rapport à donc ces parades qui fonctionnent sur le terrain. Nous avons donc mené ces analyses. La plupart d'ailleurs de ces parades avaient un coût très raisonnable, très abordable.
De même, 77% n'ont pas nécessité de modification de la signalisation. À 50-50, eh bien, on a vu des changements géométriques, comme par exemple au niveau du trottoir, mais aussi d'autres altérations géométriques, par exemple, de passages piétons, ou s'il y a aussi, par exemple, la voie centrale qui doit être modifiée, ou la modification du radian. Alors, d'autres techniques ici, qu'on a donc tout regroupé dans la catégorie géométrie, 88%, eh bien, se sont concentrés ici sur les vulnérabilités et les risques, donc véhicules et piétons. Alors, je vais vous montrer quelques exemples pour illustrer cela. Notamment, eh bien, le top 6 ici de ces parades qui ont été mises en œuvre. Alors, les marquages au sol. Très souvent, pour justement ici utiliser ce marquage à bon escient, vous voyez que nombreuses sont les villes qui ont adopté ici l'utilisation donc de peinture verte pour matérialiser les pistes cyclables, mais également au niveau des passages piétons. Lorsqu'il y a aussi des changements au niveau de la largeur ici des voies de circulation. La deuxième catégorie de parade, qui est donc la deuxième la plus fréquemment utilisée, la signalisation. De nombreuses villes et municipalités ont modifié, notamment ici, eh bien, tout ce qui est fait autour de la signalisation avec les vélos, donc interaction véhicule-vélo. Alors parfois il s'agissait d'ajouter déjà un panneau de signalisation parce qu'il y en avait déjà un, mais ils en ont ajouté un autre, d'autres n'en avons pas, d'autres l'ont repositionné. Donc en plus de cela, il y a eu aussi des signes, ici des panneaux interdisant donc de tourner à gauche ou à droite, ou alors remplacer certains panneaux d'affichage par d'autres panneaux d'affichage avec une meilleure visibilité. Il y a eu aussi différents panneaux d'affichage concernant la zone, concernant la vitesse dans cette zone pour améliorer là encore une fois la visibilité. Et de même utiliser parfois des panneaux plus grands. Encore une fois, ça reste très abordable. Ces panneaux de signalisation ne sont pas des panneaux qui sont coûteux, ce sont des panneaux assez standards et faciles à installer. La troisième catégorie de parade, et ceci n'aurait jamais été possible ici il y a 3 ans. Donc ce concept ici, vraiment d'atténuation ici du virage à gauche. Donc c'est très fréquent au Canada, aux États-Unis, beaucoup moins en Europe. Mais lorsque vous tournez à gauche, très souvent, il y a ici une longue distance entre le point de départ, donc lorsque vous êtes à l'arrêt et que vous entamez votre virage à cette intersection, jusqu'à votre sortie de l'intersection. En plus de cela, eh bien, vous pouvez en général ici aller relativement vite. Donc le résultat est le suivant. Et lorsque vous sortez de cette intersection, par exemple ici en haut, vous voyez qu'après cette distance, à une vitesse qui peut être assez élevée, ici, eh bien, vous arrivez sur un passage piéton. Donc très souvent, ici, il y a différentes phases pour traverser le passage piéton en fonction ici de la circulation. Donc dans ce concept des systèmes de sécurité routière, il ne faut pas, évidemment, il faut minimiser cette interaction, surtout à de telles vitesses ici. Et j'en ai déjà parlé, notamment avec notre exemple à Toronto. Eh bien, on voit que cette voie centrale ici a été ici prolongée. Alors, soit par un marquage au sol, de la peinture, des marquages en gomme,
ou caoutchouc. Et là, vous voyez, en fait, cela permet d'effectuer un virage plus tard et donc d'être à une vitesse beaucoup plus raisonnable et donc minimiser le risque de conflit avec les piétons. Alors, quatrième catégorie, eh bien, c'est l'intervalle piéton. Alors ici, c'est lorsque vous avez cette panneau de signalisation qui indique au piéton quand est-ce qu'il va pouvoir traverser, donc à l'avance. Et encore une fois, ici, la réduction du radius et également l'amélioration s'agissant d'un virage à droite. Donc encore une fois, il y a différentes parades physiques. Ici, l'objectif est de donc limiter bien que le conflit au maximum. Alors l'objectif est de réduire la vitesse, mais aussi d'améliorer l'angle de visibilité. Donc lorsque vous commencez ici, bien votre objectif est de minimiser cette flexion finalement, cette courbe, et d'avoir donc une meilleure visibilité sur les piétons. Donc c'est une parade très utilisée également par les municipalités. Enfin, la dernière catégorie que je vais mentionner, c'est réduire ici la largeur des voies de circulation et la réallocation de ces voies. Donc, nous voyons ici dans les zones urbaines, parce que lorsque vous avez justement des voies de circulation qui sont plus étroites, en général, cela permet de réduire la vitesse et d'améliorer la sécurité pour les piétons. Alors, j'ai encore une question ici. Quels sont à l'heure actuelle les obstacles qui vous empêchent d'atteindre de votre vision zéro? Alors, un financement limité, un manque de volonté politique, manque de données, un manque de sensibilisation du public ou l'infrastructure ou autre. Donc, encore une fois, vous pouvez ici répondre à cette question. Vous avez quelques secondes pour ce faire. Alors, je vois beaucoup de réponses qui arrivent. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre. Alors évidemment, c'est sans surprise. Nous voyons bien ici que le manque de volonté politique ou le financement limité, très clairement, c'est l'obstacle majeur. Ensuite, le manque de données, le manque ici de sensibilisation du public et ensuite l'infrastructure. Et de même, si vous avez répondu autre, n'hésitez pas ici à partager ces exemples dans le chat. Alors évidemment, le financement, c'est important, mais le dernier élément clé ici que je partage avec vous, qui est l'élément 5, donc, est quelque chose d'assez unique, ici, qui vient de la participation de Vancouver, notamment sur la sécurité et la décarbonation ici de la circulation et l'impact sur la sécurité. Donc, il faut être très clair. Nous savons que la plupart ici, des personnes de 94 à 99% de la population ne fait pas de vélo du tout, ou en tout cas ne se déplace pas en vélo, malgré le fait évidemment ici que c'est bon pour la santé, que c'est écolo, mais nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas adopter la pratique du vélo. Alors pourquoi? Parce qu'il y a vraiment ici une perception ancrée qui est celle ici du danger que cela représente. Et ce n'est pas faux. En fait, ici, aux États-Unis, eh bien, que faire du vélo, c'est 2 fois plus dangereux ici qu'un autre mode de transport aux États-Unis. Donc, ce qu'a fait Vancouver, mais aussi d'autres villes ont commencé, c'est que la technologie a commencé à être adoptée, c'est-à-dire pour améliorer la sécurité et obtenir cette situation gagnant-gagnant pour tous.
Alors ici, nous avions mené une étude par rapport justement à ces pistes cyclables. Donc à Vancouver, dans le cadre de leur programme, ils ont regardé ces différents outils et ils ont décidé de voir comment mener ici ces études. Donc voilà ce qu'ils ont pu mener pour atteindre ce résultat. Ils ont donc installé des caméras pendant 4 jours pour effectuer un suivi des conflits potentiels au niveau donc de ces pistes cyclables. Ensuite, il y a eu tout un design prédictif, donc cette conception, en essayant de voir, voilà, si on modifie X, quel est l'impact sur le conflit, afin de pouvoir avoir vraiment cette approche ciblée. Et ils ont donc sélectionné cela au sein des systèmes pour donc installer ensuite ces différentes mesures, ces différentes d'ailleurs parades. Et il y a des catégories qui sont spécifiques à ces pistes cyclables. Ensuite, s'agissant de mesurer également les gains en matière de sécurité, donc ils ont donc pu mesurer cela, mesurer notamment la réduction du nombre de presque accidents, qui dans le cas de Vancouver était de 54,8%. Et c'est ainsi justement qu'ils ont réussi à diviser donc par 2 de moitié ici, donc c'est presque accident. Et enfin, après cette étude, ils ont aussi mesuré ici l'impact sur la pratique du vélo au quotidien. Et on a vu une forte augmentation ici du volume de cyclistes. Et on a vu une augmentation, notamment toujours à Vancouver, de 68%. On voit que c'est important. Et très clairement, on voit que cet impact de la sécurité ici, ou de cette perception de la sécurité, eh bien, a réellement eu un impact positif ici sur eh bien, la pratique du vélo en ville et donc sur l'impact ici. Alors, c'est important. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, il faut réellement ces caméras qui doivent être installées dans le cadre de ces études. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qu'il faut faire, c'est évidemment avoir cette vidéo, envoyer tout cela, quantifier les presque accidents. Nous avons aussi préparé donc tout un plan d'action avec des parades, voir comment vous pouvez améliorer ici cette intersection. Ensuite, mettre en place tous ces changements et effectuer ici ce suivi pour les rapports et espérer ici réellement voir le changement positif comme ici pour ces intersections à Vancouver. Alors je vous remercie, je t'ai conclu là donc cette présentation. Cette présentation issue de 50 études que nous avons menées. Je passe la parole à Brandon. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ici et nous reviendrons vers vous pour ces questions. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée en fait des tarifs, des prix par rapport à certaines de ces études? La meilleure manière en fait d'obtenir ces informations est de prendre contact avec un des représentants de Miovision pour votre région respective. Ce n'est pas quelque chose que nous abordons nécessairement lors de ces webinaires publics, mais de par notre expérience, les agences qui nous contactent voient les avantages considérables que cela peut représenter et réduisent en fait les risques de sécurité routière. Est-ce que les conflits donc et les données qui sont partagées sur des périodes courtes, comment pouvez-vous parler et anticiper ce qui est fait avant et après par rapport aux parades qui sont introduites et comment cela peut affecter votre analyse? La meilleure manière de comprendre cela et de normaliser en fait avec le volume de circulation. L'effet temporel, si vous voulez, provient de différentes sources.
Et l'effet le plus important par rapport à ces aspects temporaires, c'est lorsque vous normalisez cela avec des taux et cela représente à 60 à 70% par rapport à la variation temporelle. Et d'autres aspects peuvent provenir des aspects saisonniers avec des risques plus élevés durant l'hiver que pendant l'été. Et ensuite, je recommanderais de faire une étude de suivi pour vous assurer que les problèmes ont bien été résolus ou atténués. En fait, et dans un monde idéal, vous feriez un suivi tout le temps au travers de toutes les données, toute l'année, toutes les saisons. Et nous travaillons sur un produit pour cela. Sur cette note, si vous voulez en parler, en discuter avec nous, travailler sur le développement, nous serions très intéressés d'avoir vos opinions, vos contributions. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour présenter, pour contribuer à cela. Nous parlons avec beaucoup de clients qui sont basés dans l'Union européenne et les prix là-bas sont un petit peu différents. Les protections des données personnelles, par exemple, sont aussi différentes par rapport à comment ces solutions peuvent vous protéger par rapport à la protection des données privées, justement identifier les personnes. Les aspects de la protection de la sécurité de la vie privée, c'est un aspect très important sur les données privées. Donc, je vais dire quelques éléments. C'est très important pour nous. Donc, tout d'abord, la manière où nous posons les caméras peuvent être posées d'une manière que cela évite ce type de problème et de collecte d'informations privées. Deuxièmement, nous avons une certification ISO sur les normes ISO, sur la sécurité de nos données et les protocoles de partage d'informations de données que nous utilisons et nous disposons d'une technologie également qui applique automatiquement un élément pour cacher, dissimuler les plaques d'immatriculation. Donc, il n'y a aucun traitement ou rétention d'informations privées. C'est ce qui nous a permis quelque part à avoir le succès avec Microtrafic avant de nous joindre à Mayovision il y a 2 mois de cela. Nous avons étaient déjà présents et nous sommes déjà présents en Europe au travers de centaines et des centaines d'études que nous avons réalisées pour lesquelles nous prenons beaucoup d'attention justement pour respecter les questions de la RGPD. Donc c'est très important lorsque c'est une question très, très opportune, en fait, très pertinente, mais c'est quelque chose que nous prenons déjà en compte chez Miovision. Vous avez parlé de travail concret par rapport réduction de virage ou autre. Est-ce que vous avez des exemples ou des illustrations, des photos pour nous donner une meilleure idée en fait de à quoi ressemble la mise en œuvre en fait de ces mesures et des effets? J'ai présenté la photo de Toronto en fait en mode Street View de Google où ils ont fait des peintures sur la route. Je n'ai pas visité le site après l'installation, je n'ai pas pris de photos par la suite. Mais j'inviterai les villes qui ont participé à bien vouloir partager des photos de cela. Mais je n'ai rien à ce stade que je puisse vous présenter maintenant. Est-ce que Miovision intègre les caméras à angle plus important pour le traitement des caméras LIDAR ou est-ce que vous utilisez une autre plateforme qui pourrait être partagée ensuite par Miovision? Miovision Nous faisons cela en fait avec des caméras, des capteurs que nous utilisons pour la circulation. Vous pouvez les choisir, que ce soit par des radars ou que ce soit LIDAR ou des capteurs autres. Cette technologie dont nous parlons en ce moment utilise des caméras avec des capteurs et non pas LIDAR. Il y a un certain nombre de raisons pour cela. Le LIDAR est une technologie intéressante en matière de capteurs, mais nous faisons tout cela en fait avec des données de caméra vidéo. Vous avez mentionné des modèles de prévention de conflits. Donc, comment cela fonctionne-t-il et comment pouvez-vous mesurer le caractère robuste de ces modèles? Si vous êtes intéressé par cela,
par rapport aux modèles de prédiction de risque pour le cyclisme qui sont ressortis de 3 études qui sont ressorties de ce que nous avons fait ici à Vancouver. Ce que cela fait, c'est sur la partie de 10 paramètres de conception différents, le virage vers la droite ou d'autres, et nous avons conçu les différents paramètres avec la distance, avec le rayon, le type de séparation physique, les variables binaires, qu'il y a un virage vers l'extérieur ou vers l'intérieur, donc un ensemble de paramètres que vous pouvez choisir si vous voulez revoir un segment ou un angle par rapport à cela. Vous pouvez ainsi prévoir le nombre de conflits qui peuvent se produire à cette intersection. Le caractère robuste de ce modèle, en fait, se mesure par différents tests et je crois que nous avons eu 84% qui ont été ajustés, en fait, c'est-à-dire que c'est un modèle très robuste par rapport à la prévision des conflits avec les cyclismes, les vélos. Si vous voulez en savoir davantage sur ce modèle et cette étude transsectorielle sur les différents sites où nous l'avons fait, je ne crois pas que ce soit encore sur le site de Miovision. Je vous invite à consulter le site de Microtrafic et à consulter cela. Ce n'est pas si difficile que ça à trouver. C'est une étude avec les conflits, avec les vélos, et vous pouvez télécharger le rapport et vous pourrez voir ainsi tous les détails. La base de données est gratuite, accessible gratuitement, le modèle est gratuit. Vous pouvez, et tout concepteur peut s'appuyer sur ce modèle pour qui est ciblé donc par rapport à les utilisateurs clés avec un volume de précision, un niveau de précision très élevé. Vous avez mentionné la caméra que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez d'autres types de caméras et quel type de traitement de données est-ce que vous faites et exigences en matière des autres caméras que vous utilisez? C'est en fait plus facile avec le modèle Scout, le modèle Scout. Tout cela est calibré. Nous faisons plus de 80% de nos études à partir de ces caméras. L'angle, le cadre, la résolution sont bonnes, la durée des piles, tout cela, tout est plus facile avec cela. Mais ceci étant dit, nous traitons différentes vidéos pour un grand nombre de différentes caméras, avec des caméras Bosch ou autres, de différentes marques, des caméras sans nom ou autres, Zoom ou autres. On demande à ce que le centre de gestion de circulation puisse entreposer là pendant la durée de l'étude. Nous avons des exigences par rapport à la hauteur de montagne, par exemple avec certains points de conflit potentiels, avec un taux de cadre et une résolution minimale, mais c'est pour s'assurer que cela fonctionne. Donc nous avons un certain nombre de systèmes de caméras portables, une d'entre elles en particulier, enfin pas une seule seulement, mais il y a quelques systèmes en fait qui nous permettent d'avoir une version faite maison, si vous voulez, de la version Miovision Scout qui est disponible sur le marché, qui peut être utilisée en interne, mais le taux bit n'était pas suffisant ou n'était pas satisfaisant. Donc, nous pouvons la considérer si ça satisfait aux exigences minimales. Et si vous allez sur ce lien que je partage dans le chat, vous pourrez voir contacter le représentant pour votre région qui pourra définir vos besoins et vous donner un formulaire avec toutes les exigences en la matière. Et au nom de Miovision, je voudrais vous remercier d'avoir participé. Il reste encore beaucoup de questions, mais nous n'aurons plus le temps d'y répondre, en tout cas en direct, mais nous vous répondrons par écrit. Ce webinaire a été enregistré, sera ainsi partagé avec vous. Je vous remercie encore une fois et n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions. Vous avez ici les coordonnées pour nous joindre. Je vous remercie. Je vous souhaite ici une excellente journée. Au revoir.